Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Marseille à la station marine d'Andoum, une station marine qui appartient à l'IMBE, l'Institut de méditerranéen sur la biologie marine. On est très content d'être ici, il y a l'université Aix-Marseille aussi qui est là. Moi je suis Loïc Bomersbach, Community Manager au CNRS. On est très content d'être à Marseille sous ce beau soleil voilà, pour faire vivre une plongée scientifique. Et j'animerai donc ce direct qui durera environ 45 minutes avec Solène Bassarbourguin, voilà, qui est là de l'association Septentrion Environnement et qui fera le lien plus particulièrement avec les plongeurs parce qu'ils sont déjà sous l'eau. C'est ça, Solène? Exactement, alors bonjour à tous. Donc mon équipe et moi-même, il va s'agir de vous transmettre des images depuis le fond autour d'ateliers sur lesquels opèrent déjà en direct des scientifiques pour simplement vous faire découvrir leur métier. Voilà, si c'est le moment, hein, si vous êtes sur Facebook, vous nous suivez, on est en direct sur Facebook, partagez ce direct, commentez, posez des questions, il y a des intervenants, des chercheurs qui sont là, qui viendront répondre à toutes vos questions. Et puis aussi, on est en direct et en public. Je ne sais pas si on peut entendre ce public, est-ce qu'il est là, est-ce que vous êtes prêts? Il y a même des enfants, voilà. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints si nombreux. Alors on va préciser quelque chose par contre par rapport aux questions du public, Solène. Oui, alors là on est un direct, comme on dit, c'est quelque chose d'un peu inédit quand même, un direct sous l'eau. Donc comment ça se passe, c'est qu'on a mon collègue Olivier, on va le nommer parce que vous-même vous allez vous adresser à lui, qui est équipé d'un masque facial. C'est lui qu'on entend déjà respirer, c'est pratique, ça nous permet de nous rendre compte et de contrôler qui va bien. Il est immergé. Et donc il y a les contraintes de la plongée qui sont là, qui fait qu'on va vivre avec lui et on va vivre sa consommation. Donc en fait l'animation va durer 45 minutes parce que ce sera à peu près le temps que lui va pouvoir rester sous l'eau pour nous faire vivre la visite guidée. Voilà, il y a une équipe de 6 plongeurs hein, qui filment et vont vous faire vivre différents ateliers. Solène, quand va se passer cette plongée? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sous l'eau? Alors, vous l'avez vu ici aussi, on est à la station marine d'Andoum qui héberge donc le CNRS des chercheurs. Dessous se trouve la calanque de Malmousque. Alors la calanque de Malmousque, c'est typiquement un lieu qu'on va retrouver dans sa typologie, hein, c'est un fond habituel qu'on va retrouver sur le littoral. Et on va suivre donc au sein de cette calanque 4 ateliers. Donc c'est des ateliers qui vont permettre de mettre le doigt, et encore une fois j'insiste en direct, sur le type de manipulation que peut faire un chercheur qui étudie les milieux marins. Donc un chercheur qui étudie les milieux marins, c'est un océanologue, un océanographe, pour que déjà vous familiarisez avec ces noms-là éventuellement. Et qu'est-ce qu'il va étudier? Il va étudier l'état de conservation d'un habitat, d'un paysage, de l'écologie du paysage. Ou alors simplement essayer de comprendre comment fonctionne cet écosystème, le milieu marin. D'accord? Donc on va vous proposer à travers 4 ateliers. Donc herbier, autre matériel, vous allez voir de l'instrumentation, vous allez voir des paysages écologiques différents. Et là, je vous invite à nous poser des questions sur chacun de ces ateliers. Voilà, c'est une véritable plongée scientifique avec des chercheurs. Et il y a déjà on est dans le cadre de Septembre en mer. Hein, c'est une manifestation qui a lieu ce mois à Marseille. Je crois qu'Olivier nous entend. Bonjour Olivier. Alors, Olivier, alors déjà, nous, on le voit. C'est déjà pas mal. Vous voyez le masque facial dont je vous parlais tout à l'heure? Donc ce masque facial donc, lui permet à la fois de respirer, mais également de parler. Après, il a également une oreillette, oreille à gauche. Donc là, ça lui permet de nous entendre. Alors, en attendant que Olivier nous entende, est-ce que Solène, tu peux nous parler des paramètres de la plongée d'aujourd'hui? Alors, on nous a... C'est une question de Boris sur Facebook. Boris, ta réponse, nous sommes dans moins de 10 mètres d'eau, dans la calanque donc, de Malmousque. Et pour autant, il va y avoir des fonds rocheux, mais on le voit déjà à la caméra. Donc fonds rocheux, sableux, on a dit tout à l'heure, sans doute. En même temps, je vais découvrir avec vous. Mais on voit déjà que l'eau n'est pas très claire, elle n'est pas le bleu de nos cartes postales. En ce moment, on a une météo relativement défavorable qui fait que la visibilité n'est pas terrible, mais cependant, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Amis bretons, vous pouvez déjà être ravis, je suppose, de cette visibilité-là. Olivier, est-ce que tu nous entends? Voilà, c'est les conditions du direct. Hein. On va essayer de rétablir la liaison. Est-ce qu'il peut...
Est-ce que vous voyez l'élément qu'il y a derrière Olivier? Donc évidemment, il s'est mis en gros plan pour qu'on le voit. Moi, ce que je vois, vous voyez, il y a du fil. Le système de communication est ni plus ni moins filaire, donc le système de communication, mais également de caméra. Il y a un caméraman sous-marin qui est fait face à Olivier et qui permet de le filmer. Derrière, il y a un élément, déjà un élément qui appartient à cette station marine et sur lequel on peut peut-être échanger. Oui, tout à fait. Faisons ça, Solène, oui. Un petit robot jaune. Un robot jaune qu'on appelle un... Alors, s'il y en a qui ne sont pas familiarisés avec ce matériel-là, ce sont des outils qui sont couramment utilisés par les scientifiques, qui permettent de filmer notamment, parfois de faire même des relevés. On va dire que c'est un matériel qui est téléguidé. Alors, ROV, après, c'est un acronyme anglais. Je vous épargne en fait tout ce que signifie l'acronyme si je vous le simplifie comme ça. Et il est spécialement conduit par du coup, un professionnel. C'est pas donné à tout le monde de gérer la stabilité d'un engin comme celui-là, surtout dans les conditions de mer comme aujourd'hui. Parce que si je lève un petit peu les rideaux, on pourra voir qu'il y a quand même une belle houle en raison de la météo. Voilà, un drone sous-marin. Toujours pas de nouvelles d'Olivier? Si, je vous entends. Ah. Je vous entendais pas au début. Bon, Et non. super. Ok. Allez Olivier, alors décris-nous un petit peu le paysage. Qu'est-ce qui se trouve au fond de cette calanque? Quel est le premier paysage rencontré? Alors là, pour le moment, on est vraiment au démarrage. Donc on est plutôt sur les cailloux. Donc je vais vous emmener en sortie de calanque sur le sable. Donc il faut nous suivre. Ben, on vous suit dans tous les cas. Alors il y a pas mal de houle. J'espère que ça bouge pas trop pour vous à l'écran. Nous on le vit bien, on voit toutefois que les algues au fond bougent. Oui, Si oui, les tout à algues au fait. fond bougent, Tout à fait. La température est de 14 degrés ici. Voilà. Et la visie est assez moyenne. Quand bien même, j'espère que les images sont bonnes. les images sont parfaitement correctes. N'hésite pas de fait à nous amener au premier atelier. J'en profite pour préciser que une température de 14 degrés est très limitante pour un plongeur parce que le froid fait qu'on nage, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte qui est spécifique de la plongée d'aujourd'hui. Allez, nous avons des invités autour de la table. Oui, bonjour, nous avons donc Emmanuel Renard, vous êtes... merci. Bonjour. Donc vous êtes maître de conférence à l'Université Aix-Marseille et biologiste. Vous travaillez en particulier sur les mécanismes de l'évolution et d'adaptation d'un point de vue génétique, sur la classification aussi des êtres vivants. Donc là, on arrive sur un milieu sableux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce milieu-là? Alors, le milieu sableux, en général, quand vous le voyez, quand vous mettez la tête sous l'eau avec votre masque, vous avez l'impression que c'est monotone. Il faut être un petit peu plus attentif pour voir, comme ici, par exemple, un petit poisson, un gobidé certainement, qui se déplace et vous voyez qu'il est presque de la même couleur que le sable. Donc le camouflage est quelque chose de très fréquent pour les organismes qu'on trouve en surface. Ça va permettre évidemment ces poissons d'échapper au mieux à leurs prédateurs ou de guetter leur proie. Donc en surface, vous les connaissez peut-être en partie, pour ceux qui mettent la tête sous l'eau, mais il faut savoir qu'il y a toute une vie également sous le sable. Donc je ne sais pas si Olivier va pouvoir gratouiller un petit peu. On voit pas mal de petits organismes souvent. Alors souvent, nous on vient au labo, on récupère des échantillons qu'on va trier. Et il est très fréquent de trouver notamment tout un tas d'espèces de vers qui vont jouer un rôle important dans le recyclage de la matière organique, un petit peu à la manière des vers de terre en milieu terrestre. Et puis, quand on a de la chance, on peut trouver des petits oursins. Alors, Olivier, je pense qu'il essaie de nous montrer des coquilles qui font partie d'une partie du sédiment. Le sédiment, c'est des roches érodées. C'est aussi tout un tas de morceaux de squelettes de différents organismes, des bivalves, des coraux, des éponges, enfin tout un tas de squelettes. Ok. Alors, je vous amène vers une manip. Juste derrière moi. Alors dans le sable aussi, ce que vous ne pourrez pas voir, c'est qu'il y a
plein de micro-organismes. Il y a beaucoup de bactéries qui vont là aussi jouer un rôle très important dans le recyclage d'éléments azotés et du carbone. Et plus on descend dans le sédiment, moins il y a d'oxygène. Donc du coup, on ne va pas trouver les mêmes bactéries en surface et les mêmes bactéries quand on va dans le fond du sédiment. Et du coup, on a des collègues qui s'intéressent particulièrement à la fonction de ces bactéries dans le milieu marin. Et c'est ce qui est étudié par ces grosses cloches que vous voyez. Et je passe la parole à Christian, du coup. Oui, merci beaucoup Emmanuel. Christian Grens, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste de biogéochimie des sédiments. Vous utilisez pour cela des capteurs pour faire plein de mesures. Vous allez nous présenter tout ça. Ici, une manip qu'on peut faire avec un collègue plongeur. Alors, expliquez-nous ce qu'on voit à l'écran. Oui, donc bonjour. Donc là, c'est un dispositif qui est un peu spécifique pour étudier en fait la respiration benthique, donc la respiration des fonds. Et les échanges à l'interface au sédiment. Donc en fait on emprisonne un volume d'eau au-dessus du sédiment qui est en contact avec le sédiment et par incubation on arrive comme ça donc à mesurer les échanges entre l'eau et le sédiment. Le dispositif lui-même il est muni donc en emprisonnant de l'eau, il est muni d'un agitateur, donc un moteur électrique qu'on voit ici, là numéro 4 par exemple, et des sondes à oxygène. Olivier, blocs, ça marche, oui. Les blocs qui permettent d'enregistrer en permanence donc l'oxygène en l'occurrence, avec des pas de temps qui sont de l'ordre de la minute. Donc ça permet d'avoir une donnée de respiration complète d'une surface de sédiment, voilà, pendant un certain temps. Alors on a également donc soit des dispositifs clairs, donc on les voit là, hein, puisqu'on voit le fond, et des dispositifs noirs qui sont donc teintés en noir. La différence entre les deux, c'est les termes de production primaire benthique, c'est-à-dire le sédiment lui-même, il enferme un certain nombre d'algues qui sont des micro-algues collées au niveau du sédiment et qui vont produire en fait de l'oxygène. Les chambres noires vont consommer de l'oxygène et par balance, par différence, on va trouver tous les termes de la fixation de carbone et d'azote pour ces systèmes-là. Voilà donc des dispositifs qu'on utilise régulièrement, donc que ce soit là sur des sédiments donc plutôt sableux, mais également dans les sédiments vaseux, etc. Donc tout ça pour nous permettre ensuite de faire des mesures de bilan de carbone dans les systèmes sédimentaires en tout cas. Et ça, c'est des dispositifs, ces incubateurs là qu'on peut trouver dans le monde entier. On utilise dans le monde entier. Bon, généralement c'est fabriqué maison, ça se voit d'ailleurs. Les moteurs, à part les sondes bien sûr, mais tout le reste c'est fabriqué maison, on fait nous-mêmes. Si vous avez des questions, merci beaucoup. Si vous avez des questions pour les chercheurs, les intervenants, les plongeurs, c'est le moment. N'hésitez pas à partager pour celles et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook ce live et posez vos questions. Ils sont là pour y répondre. On a une question sur Facebook. On a vu des fruits de Posidonie tout à l'heure. Je ne sais pas si on en a vu à l'écran. Est-ce que vous en avez vu ? Mais on y reviendra tout à l'heure avec une chercheuse spécifiquement. Voilà, on va continuer avec Olivier, Solène. Très bien, Olivier, où est-ce que tu nous emmènes là? Quelle est la prochaine étape? On te laisse parler. On va aller vers un autre atelier. Donc on va faire une démonstration d'aspirateur à sédiments. Donc dans la continuité de ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, juste à l'instant, c'est quels vont être les outils qui vont nous permettre de prélever justement les organismes dont nous parlait Emmanuel. Donc nous voici face à Pascal. Donc voilà, qui est biologiste et qui lui va manipuler ce qu'on appelle une suceuse à sédiments. Alors cet appareil a fait ses premières armes surtout sur l'archéologie, mais pour déblayer les épaves. Mais là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est de quelle manière on réutilise un instrument pour des prélèvements biologiques. Alors du coup, on utilise, voilà, regardez. Voilà. C'est un gros aspirateur, c'est branché sur une bouteille de plongée. Voilà, on peut tout aspirer. Et en fait, le fruit de l'aspiration va être récolté tout en haut dans un filet. Voilà. Alors là, la caméra est dans les bulles, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on distingue pas mal quand même. Donc ça fait le lien avec ce que disait Emmanuel Renard tout à l'heure en disant qu'il y a de la vie et tout un tas de choses que l'on peut trouver dans le sable. Donc là,
tu me confirmes, Olivier, l'utilité de ce genre d'appareil, puisqu'on passe à un véritable aspirateur, c'est de collecter en fait des choses qu'on peut trouver ici, mais sur du sable, mais également sur de la roche. J'étais pas assez concise. Alors, Olivier, Oui. dis-moi, que penses-tu qu'il ait pu trouver dans son filet, là, par exemple? Alors, forcément, il a ramassé plein de cailloux. Il a dû ramasser des coquillages morts. Et il a probablement aussi pu prélever ce qu'on a des organismes de l'endofaune, probablement des petits vers ou des petits crustacés. Ça, c'est des organismes qui sont importants, ça, pour la biodiversité Oui, bien sûr. Donc chacun joue un rôle un petit peu particulier. Je le disais tout à l'heure. Donc on va trouver des poissons en surface qui sont souvent prédateurs. Je ne vais pas parler des vifs que vous connaissez, mais qui vont consommer un certain nombre de proies. Mais on a aussi plein d'organismes donc qui mangent des détritus de carbone, donc qui peuvent être liés à la dégradation des algues, aux cadavres d'animaux qui tombent sur le fond. Donc ça va jouer un rôle très très important dans le recyclage de la matière organique. Évidemment, eux-mêmes représentent des proies importantes pour toute la biodiversité qui est autour. Donc je vais en profiter pour faire un petit lien avec l'actualité. Je pense que vous avez tous entendu qu'il y a un débat sur est-ce qu'on doit extraire et exploiter des sables coquillaires en baie de Lannion. Vu la biodiversité qu'il y a dans ce sédiment qui a priori vous semble tout à fait monotone, quand on aspire du sédiment, on n'aspire pas juste des grains de sable, ni juste des petits bouts de coquille, évidemment, on aspire tout un tas d'organismes et il serait bien sûr faux de prétendre que aspirer tous ces organismes n'aura aucun impact sur l'environnement marin. Donc c'est le moment où on peut prendre un peu quelques questions avant de passer à l'atelier suivant. Des questions peut-être dans la salle pour vous donner aussi la parole. On va prendre une question dans la salle. Vous aurez un temps à la fin où les chercheurs seront là, on sera hors direct et vous pourrez poser d'autres questions. Bonjour, j'aimerais savoir en fait le nom du coquillage qui a été aspiré, qui était, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une espèce de coquille en nacre, en fait, qui est... C'était une coquille d'ormeau. Alors s'il y avait des trous dessus, moi j'ai pas bien vu, mais C'était on pense que c'est un normaux. ormeau d'après ce que les collègues... Oui. Ah, Olivier nous confirme que c'est un ormeau. Je l'ai entendu. Oui, c'est ça. Alors, on a une question sur Facebook. Pourquoi on aspire et on pourrait juste pelleter comme ça? Qu'est-ce que l'aspiration apporte? Au niveau manipulation, c'est beaucoup plus simple. Il y a un problème de mise en suspension des sédiments. Donc l'aspiration va permettre de limiter quand même ce qu'on va mettre en suspension pour la visibilité du plongeur. Et puis de récolter surtout à la fin quelque chose d'un petit peu plus complet que si vous pelletez et vous mettez trop de choses en suspension, vous ne pouvez pas tout récolter. Donc plus efficace. Très bien, merci. Je propose qu'on suive notre guide parce que je rappelle que l'eau est à 15 degrés. Si ça vous dérange pas. On enchaîne. Et promis les internautes, nous allons répondre à quelques questions en post-animation. Donc on suit Olivier qui se rend sur un nouvel habitat, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau support sur un substrat. Donc au fond de notre calanque, on va trouver d'autres éléments, d'autres organismes marins qui vont constituer de quoi abriter de nouvelles espèces. Donc on appelle à la barre nos spécialistes de l'habitat en question. Donc nous sommes... Où est-ce qu'on se trouve, Olivier? Je vais laisser Olivier nous préciser. Où est-ce qu'on se trouve? Alors là, on est juste à côté du sable et on est avec Dorian, qui est biologiste marin, et qui travaille là à l'étude de l'herbier de Posidonie. Donc vous voyez, et j'attire votre attention là-dessus, sur les équipements qu'il utilise. Donc il a une plaquette de notation, voilà, sur laquelle il note tout ce qu'il souhaite, toutes les relevés, les mesures. Il a une règle. Donc c'est un outil fabriqué, donc c'est un certain nombre de graduations. Et cette partie-là, c'est un cadrage pour donner en fait une unité d'échantillonnage. Donc les biologistes marins, voilà. Et là, un dispositif permettant de récolter les organismes si nécessaire. Vous voyez, donc par exemple là, il a récupéré un coquillage. Ah non, c'est des algues, pardon. Donc ça, c'est une espèce d'algue, ça c'est une colère, une autre espèce d'algue. Voilà, donc là on est typiquement dans le travail du biologiste marin, je dirais, du système côtier.
avec tous ses ustensiles et il lui manque plus que l'appareil photo. Voilà, mais là du coup, il est en train de faire une analyse de cette herbier de Posidonie et je vais laisser la parole à Sandrine, si Sandrine peut nous en dire un peu plus. Oui, merci beaucoup Olivier. Donc on accueille maintenant Sandrine Jouiton. Vous êtes écologue, maître de conférence à l'Université Aix-Marseille. Vous vous occupez en particulier des chaînes alimentaires, voilà, sous-marines. Donc vous allez parler notamment de la Posidonie qui intéresse beaucoup les internautes. Merci. Bonjour à tous. Alors ici vous avez une petite d'herbier de Posidonie. Alors on ne peut pas vraiment parler d'herbier parce que vous voyez que les Posidonies, ce sont donc ces plantes que vous voyez là, elles sont assez réduites, mais il faut savoir que ce sont des plantes marines susceptibles de faire des fleurs et des fruits et qui peuvent en fait de vastes herbiers sur plusieurs hectares. Donc ici, eh bien, c'est juste une petite touffe d'herbier. Certainement derrière, il y a un herbier qui est plus vaste. Alors pourquoi on étudie cet herbier? Tout d'abord parce que cet herbier a un rôle écologique très important au niveau de l'écosystème qu'il va constituer, car c'est un écosystème qui est très riche en biodiversité. On estime qu'environ 20% des espèces méditerranéennes peuvent se retrouver dans cet herbier de Posidonie. Pas exclusivement, mais en partie. D'autre part, cet herbier permet à de nombreuses espèces de se reproduire ou à de jeunes individus d'arriver sur le fond et de se protéger des prédateurs. Vous voyez, dans cette canopée, donc dans ces feuilles qui sont assez hautes, eh bien, il y a tout un tas de juvéniles d'espèces qui peuvent s'y abriter. Donc c'est un habitat très utile. D'autre part, c'est une plante marine qui va faire de la photosynthèse, donc produire de l'oxygène. Et puis, plus récemment, eh bien, on a travaillé également sur le fait qu'elle fixait le carbone dans ses racines et dans ses tiges. Alors, je ne sais pas si on peut voir des tiges de Posidonie pour que les auditeurs puissent comprendre le système de fixation du carbone. Mais quoi qu'il en soit, en fait, au niveau des racines qui sont pérennes, c'est-à-dire qui vont rester de nombreuses années en place, eh bien, on a du carbone qui est emprisonné. Donc quand on vous parle de réchauffement climatique et de carbone dans l'atmosphère, eh bien, le fait d'avoir des beaux herbiers, eh bien, ça va nous permettre de fixer du carbone et donc de limiter les effets du réchauffement climatique. Un point important aussi, pourquoi on surveille cet herbier, c'est un écosystème qui est très sensible aux impacts humains, que ce soit la pêche, qui mécaniquement peut arracher de l'herbier, que ce soit l'ancrage bien sûr, quand vous mouillez sur un herbier, eh bien ça peut arracher les Posidonies. C'est sensible à la pollution parce que c'est un organisme photosynthétique et donc si l'eau est moins claire, eh bien il y aura moins de photosynthèse. Voilà. On nous montre sur l'écran, vous voyez la base des feuilles de Posidonie sur sa tige et c'est donc ces tiges qui vont emmagasiner le carbone. Donc en fait cet herbier c'est un indicateur biologique de l'état de l'environnement et des écosystèmes finalement côtiers. Alors justement il y a une question sur Facebook là-dessus, Brigitte qui demande oui. Comment peut-on qualifier l'état de la biodiversité à Marseille? Alors à Marseille, c'est donc une zone très anthropisée, donc avec beaucoup d'impact humain. Alors la grande difficulté, c'est qu'on a du mal à savoir comment c'était il y a 100 ou 200 ans. Mais quoi qu'il en soit, on sait que la biodiversité à Marseille a quand même fortement pâti des activités humaines. Si on parle des herbiers de Posidonie, on sait par exemple qu'il y a énormément d'herbiers de Posidonie qui ont disparu sur le littoral marseillais parce qu'il y a eu des constructions de ports, il y a eu des aménagements côtiers qui ont fait qu'il y a des particules fines qui sont arrivées sur l'herbier, donc ça l'a endommagé, etc. Donc globalement, on peut dire que l'écosystème marseillais a écosystèmes ont fortement pâti de la présence de l'homme. Mais il faut quand même être plutôt positif parce que depuis quelques dizaines d'années, on assiste plutôt à une amélioration de ces écosystèmes. Alors, comment on l'explique ça? On l'explique parce que petit à petit, les gestionnaires, les collectivités mettent en œuvre des moyens de gestion et une réglementation qui permet
d'avoir un impact et diminuer l'impact sur les écosystèmes. Grâce au conseil avisé des chercheurs. Bien sûr, alors nous on essaye, voilà, à travers nos études aussi de répondre à leurs questions pour essayer de les conseiller en matière de gestion. C'est un de nos rôles, bien évidemment, mais aussi la législation déjà permet quand même une amélioration de la qualité des eaux, comme par exemple la présence de stations d'épuration. Alors à Marseille, avant 1987, il n'y avait pas de station d'épuration, donc l'égout se jetait directement dans les calanques. En 87, il y a eu la station d'épuration, donc ça a déjà quand même amélioré. Et puis depuis 87, régulièrement, on améliore également le traitement des eaux. Si bien que depuis 2000, il y a un traitement biologique qui a été mis en place en 2002. Et donc ça a quand même amélioré la qualité des eaux. Et on peut expliquer déjà, grâce à ça, également l'amélioration. Et puis il y a aussi d'autres mesures, comme la création du parc national, des réglementations aussi vis-à-vis de la pêche, des réglementations vis-à-vis des plaisanciers, etc., qui font qu'on essaye de limiter ces impacts. D'accord, une question, on va prendre une question avant de passer à l'atelier suivant sur Facebook et après on viendra dans la salle. Est-ce qu'on peut replanter ces herbiers? Est-ce que c'est des choses qui se font ou pas du tout? Alors, il y a des essais qui ont été faits. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, pour envisager de replanter des herbiers, il faut, dans un premier temps, éliminer les causes de régression de cet herbier. Sinon, c'est complètement illusoire de vouloir restaurer un écosystème qui a disparu. Si on laisse la pollution, etc., c'est inutile. Et d'autre part, si on améliore les conditions environnementales, bien naturellement un herbier peut se reconstituer. Alors bien évidemment ça prend énormément de temps, mais selon la dégradation de l'herbier, il faut déjà voir son potentiel biologique pour pouvoir recoloniser les zones perdues. Merci. Il y avait une question effectivement dans la salle et puis après on va passer à l'atelier suivant. Tendez le micro monsieur, on va donner le micro. Bonjour. Tout à l'heure, le chercheur a prélevé un petit échantillon de colerpe, Oui. il me semble. Il y a quelques années, la colerpe était le grand danger de la posidonie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il a l'air d'avoir bien résisté. Oui, alors en effet, même on devrait dire les colerpes, parce qu'il y a au moins 2 espèces invasives de colerpes, donc c'est une algue verte. Ce sont des algues vertes qui sont arrivées en Méditerranée, originaires d'Australie, du sud-ouest, voilà, peut-être que là, voilà, donc là c'est Colerpa cylindracea, donc cette petite algue n'était pas là auparavant, elle a été introduite en Méditerranée et elle a la fâcheuse tendance d'être envahissante, c'est-à-dire qu'elle va se développer à une vitesse très rapide et occuper tous les écosystèmes. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on a un peu tiré la sonnette d'alarme, c'était surtout avec sa cousine Colerpa taxifolia, où dans les années 80, au devant du musée de Monaco, on a assisté à l'arrivée de cette colerpe. Et au départ, c'est vrai que comme toute espèce invasive, eh bien, ces espèces ont tendance à se développer de manière exponentielle, donc très rapidement. Et à cette époque-là, on avait peur pour les autres écosystèmes. Qu'est-ce qu'on peut dire depuis? Donc, années 80, vous voyez, ça fait quand même plus de 30 ans. Eh bien, on observe finalement que ces espèces sont toujours bien présentes, surtout Colerpa cylindracea, parce qu'elle a une reproduction sexuée qui est très active. Donc, on la retrouve un peu partout. Mais globalement, eh ben, elle a trouvé sa place dans l'écosystème méditerranéen. Les études, il y a certaines études qui ont montré que là où elle était présente, par exemple, sur des fonds comme vous avez ici, de gravier ou de matte de posidonie, eh bien, il y a un appauvrissement des espèces autochtones par rapport lorsqu'elle est présente. Voilà, donc il y a un effet quand même sur la biodiversité. Mais par exemple, vis-à-vis des herbiers de posidonie, il n'y a jamais eu de constat de régression des herbiers de posidonie à cause de sa présence. Par contre, c'est vrai que comme les herbiers de posidonie ont tendance à être un petit peu affaiblis à cause des autres impacts anthropiques, eh bien, là où l'herbier est affaibli, eh bien, elle a tendance à venir coloniser, parce qu'il est moins dense, etc., donc forcément moins compétitif, et elle est présente. Voilà. Donc, c'est quelque chose à suivre, mais à l'heure actuelle, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de danger pour les écosystèmes méditerranéens.
Une dernière question avant de passer à l'atelier suivant. Sur une question de Christian sur Facebook. Est-ce que les herbiers sont aussi observés, étudiés en laboratoire? On les plante? Ouais. Oui, alors on arrive à faire quelques manips en laboratoire. Alors c'est une espèce protégée, donc avant de travailler sur l'herbier, il faut bien entendu faire toutes les demandes d'autorisation de prélèvement, mais on en prélève très peu. Et on fait notamment des expériences de physiologie. Et actuellement, on étudie par exemple l'effet du changement climatique sur la physiologie de ces plantes et notamment par exemple l'augmentation de la présence du CO2 dans le milieu. Comment va réagir la plante? Est-ce que ça va augmenter la photosynthèse ou la diminuer, etc. Donc oui, on l'étudie aussi en laboratoire. Merci beaucoup. Merci pour vos nombreuses questions sur Facebook. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Solène, on va continuer avec Olivier. Oui, Olivier, tu peux nous conduire sur l'autre atelier. Juste, voilà, moi je retiens quand même qu'il y a eu un message d'espoir qui a été donné par Sandrine. Si la nature lui donnait un petit coup de pouce et elle est toutefois résiliente, il est quand même capable de reprendre un peu le dessus. Mais il faut s'en tenir à ce coup de pouce et pouvoir le donner. Olivier, on est à toi. Solène, Solène, excuse-moi. Laurent, il avait un petit mot pour vous. Voilà. Voilà. Donc Laurent travaille ici à la station marine. Et là, il va nous faire une démonstration de perçage de roche. Donc, en fait, on a, réorienté des outils pneumatiques pour pouvoir faire des trous dans la roche. Voilà, donc ça fait des bulles, ça fait du bruit. En fait, ça nous permet de faire des trous assez rapidement pour pouvoir mettre en place les différents systèmes. Donc des expérimentations, ces expérimentations sont multiples. Il peut s'agir d'installer des instruments de mesure ou même d'installer des boussures d'organismes. Donc là, Olivier, tu es en train de me dire que le scientifique doit, en plus d'avoir des compétences en sciences, doit être bricoleur aussi. Alors, depuis le début, vous avez vu les différents équipements. Tous ces équipements, on les achète pas au magasin. On les développe souvent à la demande par rapport aux besoins techniques de l'expérimentation, à la demande des scientifiques, mais aussi par rapport aux contraintes du milieu. Donc voilà, donc typiquement là ce qu'on voit à l'image, donc c'est un équipement, vous voyez, qui est quand même lourd. Ça demande quand même de la force et de la technique. Voilà, je vais peut-être l'aider un peu. Voilà, nickel. Parfait. Donc en fait là on met des plaques qui sont vierges et on va voir au fur et à mesure du temps les organismes qui vont se fixer dessus. Qu'il est possible de mettre en place des systèmes pour suivre la colonisation du milieu marin, c'est-à-dire que là on a des structures toutes nues et on va observer comment elles sont colonisées par la nature, c'est ça? Tout à fait. Alors pour la petite histoire locale, un des chercheurs de la station marine, enfin toute une équipe, a pu installer des surfaces de ce type en 1969 à différents points des Calanques pour voir justement la colonisation des peuplements, des substrats durs, donc tout ce qui concerne les éponges, les gorgones, le corail rouge. Voilà. Donc je pense que Jean pourrait nous en dire un mot. On est avec Jean Vasselet qui est chercheur émérite au CNRS. Vous êtes le spécialiste des éponges, spongiologue, on appelle ça comme ça. Et vous allez nous parler de ces organismes fixés sur les roches et de la bioérosion. Là, on est dans un milieu rocheux. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'on voit à l'écran? Oui, bonjour. On vous a parlé des sédiments meubles, mais il y a aussi les roches dans la mer. Et il y a une biodiversité sur la roche qui est aussi extraordinaire et peut-être même supérieure à celle des substrats meubles. Et étudier ces milieux rocheux est assez difficile parce qu'il faut gratter la surface pour récolter les organismes. Et un moyen est aussi de mettre des substrats artificiels puis de les récupérer. Ça intéresse énormément les plaisanciers et les marins parce que ce sont les salissures qui viennent se coller sur les bateaux. Et on peut regarder quelle est la différence de ce qui se passe dans les ports et de ce qui se passe en pleine eau ou dans les calanques.
Et on a fait beaucoup d'expériences de salissure. En anglais, on appelle ça le fouling. Et on a vu l'installation de certains organismes plus ou moins rapides et plus ou moins complètes. Donc encore une incursion du chercheur dans le monde économique avec les plaisanciers. Avec voilà. les plaisanciers et puis les structures, autrefois les structures de recherche du pétrole, tout ça c'était soumis à des salissures et ça augmente considérablement le poids des structures et c'est un facteur économique assez important. Ah, là, vous voyez ces petits points jaunes sur la roche. Et ces petits points jaunes, eh bien, je vais vous en parler parce que c'est mon domaine, ce sont des éponges. Alors, ça n'a pas l'air d'éponge, hein, c'est des points jaunes. Vous avez des points jaunes qui sont pleins et puis un autre qui est ouvert, un trou. Et c'est des éponges, mais qu'est-ce que c'est qu'une éponge? Normalement, c'est un organisme dont le squelette sert à se laver pour la toilette, les usages domestiques. Et puis, au point de vue zoologique, une éponge, c'est un animal pluricellulaire, extrêmement simple, qui vit en filtrant l'eau. Et bien là, nous en avons, les éponges, il y en a beaucoup, très différentes, et bien adaptées à leur milieu. Il y en a même qui ne filtrent plus l'eau, mais qui sont devenus carnivores, ça existe, et ça a été montré à la station marine d'Andoum d'ailleurs. Et là, nous avons une éponge qui s'appelle Clione, et qui est une éponge qui perfore la roche. Les petits orifices que vous avez vus, ce sont les orifices d'aspiration d'eau, et le trou, c'est l'orifice par où l'eau ressort après avoir été filtrée. Et tout le corps de l'éponge est à l'intérieur de la roche. Elle a creusé, bien que ce soit un animal très simple, elle a réussi à creuser à l'intérieur de la roche, cellule par cellule, et à détruire une partie de la roche, à la transformer en sable, en vase, qui ensuite est rejeté à l'extérieur. Ceci, c'est un facteur de l'érosion biologique, parce que ça contribue à détruire la roche. Et souvent, on voit, par exemple, au niveau de balancement des marées, on voit des vagues, on voit des encoches et qui sont dues à des organismes bioérodeurs, non seulement les éponges, mais aussi des algues, des mollusques, les lithophages qui contribuent à cette érosion de la roche. Voilà, les cliones, ce sont des organismes très intéressants parce que ça détruit les roches, ça détruit les coquilles d'huîtres, par exemple. Or, dans les coquilles d'huîtres, ça ne fait pas beaucoup de mal à l'huître, mais ça fait beaucoup de mal à l'ostréiculteur parce que lorsqu'on ramasse l'huître et qu'on la tient à l'air, l'huître survit parce qu'elle ferme la coquille. Mais l'éponge meurt et l'éponge mourante sent très mauvais. Et il est difficile pour un ostréiculteur de vendre des huîtres qui sentent mauvais. C'est pour ça que les ostréiculteurs craignent beaucoup les cliones, qu'ils appellent la maladie du pain d'épices des huîtres. Et on essaie de limiter ça, par les trempant dans l'eau douce, par exemple. Très bien. Olivier, donc, où est-ce que tu es? Parce qu'on te suit toujours, on a toujours Jean en notre compagnie, on voit déjà là une diversité des espèces. Je pense que c'est déjà la première réflexion qu'on peut se faire de l'intervention de Jean, de la couleur, plein de formes variées, c'est toujours étonnant, et des organismes vivants qui savent faire des trous alors que nous on a besoin de perforeuses. Ouais. Donc où est-ce que tu nous amènes, Olivier, maintenant? Alors on retourne contre la paroi, justement voilà, on retrouve Laurent qui est en train d'installer des choses. Voilà. Alors, j'ai perdu Christian. Christian s'est arrêté pour montrer des choses. Je sais pas ce qu'il a eu. Alors là, effectivement, ce qu'on voit, c'est tout le bioconcrétionnement là ici. Donc c'est à la base des algues, en fait, qui font des constructions biologiques qui vont s'associer après avec des animaux. Donc on est dans ce qu'on appelle le peuplement coralligène. Donc c'est ce qui rend un peu cette paroi très colorée, très diversifiée. Donc là, si je rentre un peu dans la qualité d'ailleurs, on retrouve justement des éponges. Voilà, différentes éponges, cette fois-ci un peu plus grosses. Donc celle-ci c'est l'éponge pierre, elle est très très dure par exemple. Voilà.
On a une question peut-être pour Jean. Combien sur Facebook, merci de nous suivre si nombreux et nombreux, combien de variétés d'éponges on trouve en Méditerranée, en particulier à Marseille? À Marseille, on en a compté dans les 500, mais on ne sait pas trop, je ne saurais pas dire pour la Méditerranée, je n'ai pas les chiffres en tête, mais pour le monde entier, on en est à plus de 8000 espèces différentes. En Méditerranée, on doit être autour de 5000, quelque chose comme ça. C'est très impressionnant, effectivement. C'est impressionnant parce qu'il y en a beaucoup. Là, on est dans 2 mètres d'eau, mais il y en a qui vivent jusqu'à 8900 mètres de profondeur, c'est-à-dire la plus grande profondeur qui existe. Donc c'est très, très varié. Donc, les algues roses que nous venons de voir tout à l'heure, les croûtons roses, ce sont des algues qui sont capables de concrétionner, de fabriquer de la roche, et qui est elle-même perforée par les clyons après. C'est des facteurs du bioconcrétionnement. Je ne sais pas s'il y a des plongeurs là, dans la salle ou sur Facebook Live, mais moi je ne plonge pas, mais je suis vraiment très impressionné de vivre ça en direct. C'est super là, ce qu'ils nous font vivre avec une eau à 15 degrés. Voilà, alors là il y a une belle étoile de mer, c'est des choses qu'on voit. Solène, toi tu plonges je crois, et c'est des choses que tu vois souvent j'imagine. Alors étoile de mer, effectivement, ça fait partie dans les petits fonds, mais aussi dans des profondeurs un peu plus importantes, des organismes vivants qu'on voit de manière assez courante. La famille des échinodermes, donc en fait j'ai quand même plutôt des épines ou en tout cas une peau rugueuse, la même famille que les oursins et également que le concombre de mer. Donc cette étoile de mer qu'on a vue tout à l'heure, elle était directement, je dirais, la bouche dans son assiette puisqu'elle était collée contre la paroi sur laquelle elle se nourrit. Alors sur la paroi, il n'y a pas que des étoiles de mer, Olivier a fixé quelque chose. Qu'est-ce que c'est encore que cet engin terrible? Alors ça c'est une création maison là encore. Donc c'est des plaques à l'intérieur desquelles on peut fixer les organismes. En fait l'idée c'est de se servir de ce genre de support pour faire des expérimentations de transplantation. Donc je vais essayer de vous montrer ça. J'ai pris une petite plaquette dans ma poche. Donc c'est ce genre de choses. On utilise ces petits bouts de tube. Et grâce à ça, on peut par exemple... Hop. La salle, c'est le silence. Ils attendent de voir ce que tu vas faire. Quel est le type de manipulation? On a l'impression que tu fais du jardinage. Serais-tu pas en train de faire des boutures ou quelque chose de genre? Ça. Donc vous voyez, là, j'ai récupéré des petits bouts de corail rouge. Donc là, bien évidemment, c'est fait exprès pour l'analyse. Ce corail est déjà mort. Mais on pourrait récupérer des morceaux vivants, les insérer dans les plaques et les positionner ici. Donc on aurait plusieurs échantillons et on pourrait suivre avec le temps déjà la mortalité. Est-ce que des échantillons survivent bien? Et après, pourquoi pas, soit les réimplanter ailleurs ou étudier leur croissance. En tout cas, permettre aux scientifiques de faire toutes les expériences possibles. Voilà, on rappelle qu'on est dans le cadre d'une plongée scientifique, c'est des manips que les chercheurs font sous l'eau, ou les plongeurs scientifiques qui aident les chercheurs. Ça, c'est véritablement des choses qu'on fait quand on étudie la biologie marine. On va peut-être prendre une question, si vous en avez dans la salle. Oui, au fond, madame. On va attendre le micro. Alors, un biologiste marin, combien de fois par an il plonge? Alors, effectivement, c'est très 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 variable, puisque en fait, chacun, on le voit, il y a quand même des experts dans des disciplines variées, puis il y a des personnes qui vont avoir un profil plus polyvalent. Donc voilà, par exemple, je suis en compagnie donc, du spongiologue Jean Vasselet, qui va s'intéresser plus du coup à ces éponges. Et lors d'une plongée, Jean est capable de récolter beaucoup de données et de collecter beaucoup de données qu'il va pouvoir par contre observer tout au long de l'année, essayer de les inventorier, etc. Donc avoir de la donnée pour de nombreuses observations et heures plus après en laboratoire. Donc c'est très très variable, mais je dirais ça peut aller d'une 50aine de fois à plus de 500. C'est variable, Jean? Essentiellement variable. En fonction de ce qu'on fait, si on fait un inventaire de la biodiversité des éponges, il faut plonger, ramasser, et après il faut identifier.
c'est-à-dire mettre un nom latin là-dessus, savoir si c'est une espèce commune, une espèce qui n'est pas connue, ainsi de suite. Et ça demande beaucoup de temps par rapport à la plongée qui a duré un jour. Il y en a pour quelques mois de travail parfois. Bon, si on fait des expériences in situ, on a besoin d'y aller plus souvent, donc c'est extrêmement variable. Il y a même des biologistes marins ici au laboratoire qui ne plongent pas, à qui on rapporte les échantillons, mais qui après font des expériences dessus très compliquées. Pour compléter ce que dit Jean à l'instant, effectivement, le secret actuellement pour les scientifiques, c'est d'essayer d'optimiser son terrain quand même, parce que vous voyez, une plongée, il faut être qualifié déjà pour, il faut pouvoir manipuler. Donc il existe des outils, on utilise beaucoup la photo notamment, pour fixer dans le temps parfois des paysages sous-marins, pour ensuite faire des inventaires à partir des photos. Donc on a pris un instant T, tout au long de l'année, on va pouvoir travailler là-dessus. Il y a également un outil qui s'appelle la photogrammétrie. Olivier, est-ce que tu connais cet outil ? Oui, je connais un petit peu, en gros. Tu me dis une phrase, juste une. Ce qu'on va chercher à faire, en fait, la plongée scientifique, c'est quoi? La problématique, c'est ramener un maximum de données en surface, donc des observations par plongeur, des fois, c'est bien, mais ça peut être parfois limité. Avec la photogrammétrie, on récolte plein de photos d'un objet, et après, grâce à des logiciels, on arrive à créer une image 3D, donc typiquement, pour fixer dans le temps une image, telle que un tombant, une paroi, ou étudier la biodiversité d'un site. C'est un outil qui est très adapté, qui est en plein essor actuellement. Voilà, donc nous on travaille là-dessus en particulier. Très bien, merci. S'il y a des gens qui ont des questions sur cette technique pour figer dans le temps effectivement des paysages plans ou en 3D, on pourra échanger largement après, il n'y a pas de souci. Loïc, qui on a maintenant? On va continuer sur un appareil de mesure automatique. Merci beaucoup Jean. Ça s'appelle un glider, c'est ça, hein? Voilà, on va continuer sur notre dernier atelier. Alors que les plongeurs sont en train de se diriger sur zone, on retrouve Christian Grenz qui va nous parler de ces mesures qu'on fait avec ces gliders. Vous voyez la diversité de la... Christian, est-ce que ça existe quelqu'un qui utilise du coup un robotologue en milieu marin? Ça se dit ou pas après le spongiologue? Pas du tout. Ça se dit pas. Alors qu'est-ce que c'est le métier de ceux qui gèrent les... C'est pas un métier, je pense. Hein. C'est un outil de travail, donc un peu comme les autres. Là, si on vous le montre, c'est pour être un peu en complémentarité avec des approches en plongée. Donc il y a des... Il faut savoir qu'en tant qu'océanographe, on utilise également beaucoup d'appareillage à partir des bateaux ou en autonome. Et donc là, par exemple, c'est une sonde qui peut être utilisée donc, à partir d'un bateau. Elle enregistre soit un profil vertical quand on l'utilise à partir d'un bateau, ou alors on peut la mettre en mode mouillage au fond. C'est un système totalement automatique qui est bourré de capteurs électroniques et qui est capable donc de mesurer un certain nombre de choses, y compris donc salinité, température, fluorescence, matière organique dissoute, turbidité, etc. Donc manipulation très simple, un bouton on/off là, comme vient de le faire Dorian, je pense, et ça enregistre à n'importe quelle fréquence préprogrammée, etc. On récupère l'appareil et ensuite on analyse les données. Donc un système de pompe là qu'il est en train de montrer, avec beaucoup de tubulures, etc. Donc c'est une station totalement autonome, voilà. Donc on utilise également. Alors ça c'est le modèle réduit parce que les gros modèles là on peut pas vous les montrer parce que ils font plus de 3 mètres de haut et 1,50 m de diamètre. Donc ça c'est utilisé sur les gros navires océanographiques. Donc voilà. Mais le principe est le même, y compris donc avec des bouteilles de prélèvement. Dans les bouteilles de prélèvement qui sont, comme on a vu tout à l'heure les petits tubes, on a des bouteilles de 12 litres qui permettent d'échantillonner la colonne d'eau quand on monte notamment sur les grands fonds, comme on parlait tout à l'heure, à 8000 mètres de fond ou 12 000 mètres de fond ou 1000 mètres de fond. Ça c'est des campagnes que vous faites aussi. Des campagnes océanographiques du large, donc là on dépasse un peu le cadre de l'exposé d'aujourd'hui. Mais toujours dans le même domaine, si on continue la plongée, je voulais attirer votre attention donc sur justement le drone, le robot. Alors nous on n'est pas dans l'opération Tonnerre et ce n'est pas un missile perdu par l'US Navy. Mais c'est un instrument scientifique. Alors c'est un instrument scientifique, c'est l'équivalent donc d'un drone aérien, donc c'est un drone sous-marin qui est
lui également parfaitement autonome. Donc lui, on le met à l'eau, soit à partir d'un gros bateau ou même d'un Zodiac. Et il est totalement autonome, donc on lui fixe au départ un cap, etc. Il est bourré d'électronique également, surtout dans le nez. On voit là au niveau du nez, il y a des capteurs de stabilité température. Là, ce qu'il est en train de monter, c'est des nouveaux capteurs qu'on a développés au laboratoire, qui sont des capteurs de matière organique dissoute et des capteurs d'hydrocarbures. Donc on a développé au laboratoire des capteurs d'hydrocarbures qui permettent maintenant de suivre éventuellement une pollution hydrocarbures par les bateaux, etc. Donc c'est un outil qui est parfaitement adapté pour ce genre de choses et qui permet justement de compléter en fait tout le panel d'observation qu'on peut faire dans le milieu naturel et notamment en mer. Ces gliders, c'est des choses qu'on laisse en autonomie totale. Ils sont autonomie totale, donc on le dépose. L'appareil, lui, il est programmé au départ pour faire le yo-yo, en fait, dans la colonne d'eau. Cette version-là de drone ou de glider, comme on l'appelle, il est capable donc de saucissonner la tranche d'eau de 0 à 200 mètres et de parcourir des transects de à peu près 30 km d'un point à l'autre. Quand il remonte en surface, on voit là l'antenne. L'antenne se met en position droite, en surface de l'eau. Et on arrive comme ça à se mettre en contact avec le drone, pas via satellite. Donc on récupère en fait sa position, ses données enregistrées de l'intérieur. Et on peut lui redonner un cap également s'il y a une dérive par rapport au vent ou par rapport au courant. On peut lui redemander de rechanger de cap et voilà. Donc le système est très très simple, c'est un système un peu comme certains poissons ou certains organismes vivants. Il a une vessie, comme une vessie natatoire, et par l'injection d'huile d'un côté ou de l'autre de l'appareil, plus l'inclinaison qui est définie par le poids des batteries. De cette manière-là, on peut lui faire piquer le nez et descendre sur un cap et donc garder sa direction. Alors on a une question sur Facebook, merci encore pour vos nombreuses questions. Sur les métiers, comment les plongeurs, qui ne sont pas tous chercheurs, travaillent justement avec les chercheurs? On fait une commande, on a du temps de plongée, comment ça fonctionne? Peut-être vous pourrez répondre, Christian Grems ou quelqu'un d'autre dans la salle. On a en fait différentes catégories de métiers, disons. Certains métiers qui utilisent la plongée en règle générale, donc on a des collègues chercheurs ou enseignants-chercheurs qui sont plongeurs, donc qui plongent. Mais on a également tout un service plongée qui est géré au niveau soit du laboratoire, soit d'un institut. En l'occurrence chez nous, c'est l'Institut Pythéas qui gère le service plongée et dans lequel il y a des plongeurs professionnels. Donc ce sont des plongeurs professionnels qui interviennent, en tout cas pour nous, pour soit mettre en place des appareils, on a les chambres benthiques, pour aider également à la mise en place des robots, pour aller faire les observations, faire les trous qu'on a vus tout à l'heure, etc. Donc si je réponds bien à la question, il y a différentes catégories de personnel et il y a des plongeurs professionnels et des chercheurs qui utilisent la plongée comme outil. Et il y a beaucoup de pression sur eux en demande de temps, les plannings sont chargés? Les plannings sont trop chargés, je dirais, puisque forcément on manque toujours de personnel, mais ça c'est un peu partout pareil. Et on n'a pas à se plaindre non plus parce qu'on a quand même un service plongée. On va avoir un nouveau bateau d'ici 15 jours. Donc on n'a pas à se plaindre. Je dois dire qu'on est relativement bien aidé à la fois par nos deux instituts de tutelle qui sont l'INE et l'INSU, bien sûr qu'on remercie très chaleureusement. Les instituts du CNRS. Je crois qu'on commence à toucher à la fin de cette plongée. Ce que je vous propose, Solène, je pense que tu seras d'accord, c'est d'aller accueillir sur le quai la sortie des plongeurs. Donc là, je vous promets rien, on va essayer de le faire avec le téléphone portable en direct. Mais on revient vous voir, on ne vous oublie pas dans la salle ici. On revient tout de suite pour les questions. Notre direct continue. Voilà, on va voir la sortie des plongeurs. Olivier, tu nous entends? C'est bon pour toi? Excuse-moi. Alors, es-tu OK, Olivier, pour mettre fin à la plongée, puisque nous, de notre côté, on a fait le tour des ateliers, et puis surtout qu'on vienne te voir pour montrer, notamment à notre public ici présent, qu'en fait, c'est un véritable live et qu'en fait, il y a juste 200-300 mètres qui nous séparent et quelques mètres de profondeur. Peux-tu nous donner juste
pendant que nous, on va à ta rencontre, peux-tu juste donner tes paramètres de plongée à la salle et expliquer si oui ou non tu as des paliers. Et pendant ce temps, Loïc et moi-même allons vous accueillir pendant que tu remontes tranquillement. Ça marche. Alors, du coup, je vais demander à Christian de filmer mon ordinateur. Donc, là je me trouve à 2,5 m. Ça fait 52 minutes qu'on est dans l'eau. Je le sens bien à la température de 15 degrés. Voilà, nous n'avons pas de palier parce que c'était une plongée qui n'était pas profonde. Donc on aurait pu y rester un temps quasi illimité. Seule contrainte, c'est le stock d'air et surtout aujourd'hui la température. Voilà, donc je regagne le quai avec Christian et toute l'équipe. Voilà, les plongeurs ramènent les différents équipements et du coup on se retrouve dans un petit moment. Parfait. Écoute, très bien, merci à toi. Merci pour la visite guidée, merci pour les questions. Moi, je vais continuer à prendre les questions ici en salle sans problème. On est ensemble encore entourés des experts. Donc, que ce soit les internautes ou la salle, n'hésitez pas. Et puis, Olivier peut-être même viendra nous rejoindre après le quai. Un enfant là ? Il y avait un appareil jaune avec genre trois allumettes. À quel niveau ? À côté du plongeur. Alors, il y avait comme un petit sous-marin qui était téléguidé. Oui. Mais, que tu as vu à l'écran, oui. C'est ça que... Donc il sert à filmer ou il sert à quoi ? Alors, et voilà, on le revoit ici. Est-ce que c'est bien cela dont tu me parles ? Donc effectivement, il sert à filmer. Et si tu as le loisir de regarder, je dirais, donc en différé ensuite le Facebook qui reste, donc le duplex du moment qui reste sur le Facebook, tu verras qu'il y a des images qui sont parties directement sur Internet de ce petit robot-là. Donc il sert effectivement à le filmer pour cette occasion-là. Il y a des terrains pour les scientifiques où ils ont besoin de repérage et c'est là où cet appareil est particulièrement utile puisqu'il permet que le plongeur ne se mette pas à l'eau tout de suite mais d'aller déjà prendre des premières informations. Et parfois on a même ces petits robots qui ont des bras et qui sont capables de collecter quelques données, quelques échantillons. Alors vous voyez là on est en surface. J'oublie pas les questions, juste on suit la scène, on oublie, on passait du direct, tout le monde fait coucou. Voilà, les plongeurs sont en train de sortir, je pense qu'ils sont bien fatigués, un petit café ferait pas de mal. Laurent, vous êtes responsable ici plongée de la station, ça s'est bien passé cette plongée ? Très bien, merci. C'est un peu frais parce qu'à cette époque-là, 7 degrés, en combinaison humide comme sont mes collègues, c'est pas très facile. Mais bon, ouais, je crois qu'on peut leur dire merci si vous nous entendez ici. On peut vraiment leur dire merci. C'est du beau boulot qu'ils ont fait aujourd'hui et puis c'est du beau boulot qu'ils font au quotidien pour faire avancer la science, les recherches sur la biologie marine, l'écologie. Voilà, donc il y a vraiment des métiers passionnants ici dans le monde de la recherche, en particulier au CNRS. Voilà, je ne sais pas si on va peut-être prendre l'antenne en les remerciant. Voilà, on va suivre la fin de la montée. Christian, ça s'est bien passé cette plongée ? J'espère que ça a... Pas oublier trop le matériel. J'espère que ça a plu à tout le monde. Essayer de faire comprendre un peu ce qu'on fait, c'est d'avoir une meilleure idée de ce qu'est la plongée scientifique. En tout cas, pour nous, ça s'est bien passé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à partager cette plongée. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions et les gens sont très contents. Voilà. Et tous pour cette... Et on peut faire coucou à la caméra là-haut. Alors, où sont mes collègues ? On peut faire coucou là-haut ? La première, à droite. Oui, à droite. Le bâtiment en direct, messieurs, dames, dans lequel on se trouve. Encore faire coucou ? Ouais, faire coucou. Voilà. Allez, merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un futur live
sur Facebook CNRS. Merci encore de nous avoir suivis et à bientôt. Une question peut-être de nouveau. En attendant peut-être qu'ils nous rejoignent. Je ne sais pas si c'est le direct, on va voir. Je sais pas si on entend. C'est bon? Ok. Je voulais savoir, vous utilisez donc des drones, est-ce que vous utilisez aussi les bouées? Parce que j'avais assisté à une conférence avec Laurent Balesta et il m'expliquait un petit peu le fonctionnement de certaines bouées et les problèmes qu'elle rencontrait, c'est-à-dire avec les chocs, avec des cargos. Ou alors, est-ce que vous avez aussi ce type de problème avec certains bateaux ou des filets, je ne sais pas, comme vous avez dit que c'était autonome, est-ce qu'il y a certains drones qui ont ce genre de problème? Je vais répondre par 3 points. Concernant les bouées, oui, puisqu'on a équipé à la fois on a acheté des bouées et on les a équipées. Et il y en a une qui s'appelle la bouée Somlit, qui se trouve au sud du Frioul, qui est relativement imposante, puisqu'elle fait 3 mètres de haut sur un diamètre d'1,50 m à peu près. Bourrée de capteurs également, et qui fait de la télétransmission, pour laquelle donc, on récupère le signal enregistré de saïté, température, chlorophylle, et sur la totalité de la tranche d'eau en dessous qui fait 70 mètres. Ces données-là, elles sont mises à disposition, elles sont sur un site internet du labo, et donc on peut voir pratiquement en temps semi-réel la température de l'eau au large de Marseille. Autre type de bouée, on équipe les bouées des phares et balises avec pas mal de capteurs également. Donc ça nous permet en fait d'avoir un réseau de stations, disons assez important et éloigné de Marseille, pour lesquelles on va visiter au fur et à mesure. Donc là, ces bouées-là, elles sont relativement sécurisées puisque les phares et balises, personne n'ose trop les approcher. Et ensuite, donc pour les drones, on n'en a qu'un seul. Donc pour l'instant, on touche du bois, on n'a pas encore perdu. Par contre, il y a d'autres organismes, notamment la DTISU du CNRS à la Seine. Ils ont un parc de drones, une quinzaine de drones, ils en ont déjà perdu 3. Mais plus pour des questions techniques, disons de problèmes de connectivité ou de batterie, plus que liés à de la pêche. Voilà. Après, bon, on a installé il n'y a pas longtemps une cage anti-chalutage et qui a été chalutée. Donc voilà, franchement on n'est pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Alors on me fait signe juste que pour les internautes, pour eux c'est fini. Pour nous ça continue, il n'y a pas de souci. On est là, on est disponible. Donc simplement pour mettre fin à ce Facebook Live du coup en duplex sous-marin, je voudrais remercier toutes les équipes donc, du CNRS.